Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole avec Olivier Brahic, le directeur de l'ARS. On va parler qualité de l'eau. Olivier, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. J'ai une première question à vous poser en tant que consommatrice d'eau du robinet, comme toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Est-ce que l'eau du robinet est potable? Peut-on la boire? Et comme consommateur, oui, effectivement. Donc l'eau est potable dès lors qu'on suit une recommandation qui est simple, c'est de faire bouillir cette eau dans les premières heures après la remise en eau du réseau. En fait, on demande cette mesure, de précaution pour qu'on soit absolument sûr de détruire tous les germes qui pourraient, c'est du conditionnel, qui pourraient se trouver dans cette eau. Juste pour une explication un peu technique, c'est que quand on coupe l'eau, les réseaux sont en dépression et donc potentiellement des germes pourraient s'introduire dans ce réseau. Donc c'est vraiment un principe de précaution et donc on demande à ce que la population mahoraise fasse bouillir cette eau dans 2 plages de précaution. Quand on est dans des coupures nocturnes, cette plage est de 6 heures. Donc à partir du moment où l'eau recommence à couler dans votre robinet, il faut compter 6 heures, donc dans ces 6 premières heures, il faut faire bouillir l'eau. En revanche, vous pouvez très bien utiliser l'eau pour vous laver les mains, prendre une douche, faire la vaisselle, il n'y a aucun problème. Et ensuite, une deuxième plage de sécurité qui est de 12 heures pour toutes les coupures supérieures à 24 heures. Alors, pour adapter peut-être, ou pour que ce soit bien clair dans les esprits de tout le monde, alors là, c'est le cas à Mamoudzou en ce moment, mais la semaine dernière, c'était dans les autres communes du département. Quand il y a des casses ou quand il y a des coupures inopinées qui rallongent le temps de la coupure, comme on le vit à Mamoudzou depuis 2 jours maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est 6 heures, c'est 12 heures? Comment on sait ce qu'on doit faire? Donc effectivement, votre question est importante. En fait, le sujet, c'est que l'eau puisse se purger dans les réseaux. Et en général, dans les casses et dans les remises en travaux, la remise en eau est quand même assez rapide. Mais effectivement, si on se retrouve dans une situation où on n'a pas d'eau au robinet pendant 24 heures, il faut prendre en compte cette plage de sécurité. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, par précaution, pendant les 12 premières heures après la remise en eau, on fait bouillir l'eau. On fait bouillir l'eau quelques minutes et là on est absolument sûr qu'il n'y a plus aucun germe dans l'eau au robinet. Et on peut également faire les biberons avec cette eau parce qu'il y a quand même de nombreux bébés. Oui, non, effectivement. Donc nous, cette question de crise de l'eau, on l'a anticipée, on a préparé toutes ces recommandations depuis de nombreux mois en lien avec le ministère et on s'est posé effectivement cette question avec le ministère de la Santé. Et en fait, le principal risque, c'est vraiment le risque microbiologique, bactériologique, et donc ce principe de stérilisation, parce que en faisant bouillir l'eau, on arrive vraiment à nous stériliser. Il n'y a aucun problème pour la population, que ce soit des nourrissons, des femmes enceintes ou des personnes immunodéprimées. Et donc c'est la raison pour laquelle, j'en profite, on a mobilisé ici tous les professionnels de santé pour bien faire passer ces recommandations dans leur patientèle et dans leur patientèle à risque notamment. Alors vous avez aussi annoncé lors de la dernière conférence de presse que vous aviez mis en place une cellule de crise. Alors, ce n'est pas de nature à rassurer la population. Pourquoi vous avez fait ça ? Alors, cette cellule de crise, l'objectif, c'est d'avoir une veille, un suivi renforcé de la situation sanitaire. Situation sanitaire que nous, à l'ARS, on observe par deux angles. Un, la question de la qualité de l'eau. Peut-être qu'on reviendra sur le programme de contrôle de la qualité de l'eau. Et en parallèle, tout ce qui est surveillance sanitaire. Donc on a mobilisé les professionnels de santé et l'hôpital pour nous faire remonter tout signal, sanitaire suspect pour lequel on devrait intervenir. Donc on est vraiment dans une phase un peu de veille et de vigilance très renforcée. Alors, la vigilance très renforcée, vous la menez parce que vous avez peur des épidémies et donc on doit être inquiet, ou bien vous la menez justement pour pouvoir intervenir dès qu'un problème pourrait apparaître? Alors, on n'a pas peur, on se prépare, très sereinement. Vous avez mon équipe devant vous et on se prépare très, très, très sereinement. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir intervenir très rapidement sur le territoire en cas d'identification d'un problème sanitaire.
Alors, vous parliez de surveillance renforcée de l'eau. Ça prend quelle forme, en fait ? Alors, en fait, la question du contrôle sanitaire de l'eau se fait à 2 niveaux. Un, il y a le producteur qui fait un certain nombre de mesures. Donc, la SMAE va sur le terrain tous les jours et fait un certain nombre de contrôles. Et nous, on fait un contrôle de second niveau. Et ces 2 contrôles, on va les renforcer, c'est-à-dire qu'on va doubler nos contrôles sur le territoire. Les contrôles, sans rentrer dans les détails trop techniques, on ne va pas embêter nos auditeurs sur les détails trop techniques, mais en fait, porte principalement sur le sujet bactériologique. C'est vraiment notre préoccupation majeure, qu'on n'identifie pas de parasites pathogènes dans l'eau potable. Sachant qu'en parallèle, c'est une autre mesure de sécurité qu'on a demandé aux producteurs, c'est de rajouter du chlore dans l'eau de distribution. Et donc, le fait aussi de surchlorer l'eau de distribution permet de sécuriser l'eau potable pour la population de Mayotte. Et le fait qu'il y ait du chlore dans l'eau, c'est pas dangereux pour la santé ? Tout ça, on l'a travaillé avec le ministère de la Santé, d'une manière très transparente. On a demandé à ce que l'eau soit à 0,3 mg par litre d'eau. Ça, on l'a travaillé avec le ministère de la Santé. C'est sur la base de recommandations d'une agence qui s'appelle ANSES. Donc, tout ça est fait sur la base d'expertise au niveau national. Donc, on n'a pas à être inquiet. Non, on n'a pas à être inquiet. Il faut qu'on soit très, très vigilant et qu'on suive les recommandations sanitaires. 1, sur la question de la potabilité telle que je vous l'ai évoquée. 2, la question du stockage qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui est très importante. Si vous me permettez j'allais vous poser la question, justement. Si vous me permettez d'apporter des précisions sur la question du stockage, il faut qu'on soit vraiment tous, faut qu'on fasse gaffe, pour être clair. Il faut bien qu'on distingue, la question du stockage en grosses cuves pour les toilettes, pour l'hygiène, etc., qui en aucun cas ne peut être une eau potable, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des fonds de cuves, elles vont jamais nettoyer, donc c'est vraiment de l'eau sanitaire. Et en revanche, pour l'eau potable, c'est-à-dire pour la consommation, pour l'alimentation, pour le lavage des dents, on utilise un petit jerrycan d'eau pour lequel on peut garder une eau potable pendant 48 heures. Donc vraiment distinguer ces 2 types de stockage quand on est chez soi. Et alors, 48 heures, une fois que les 48 heures sont passées, on fait quoi de l'eau ? On la jette ? Non, surtout vous ne la jetez pas, là on est en pénurie d'eau, donc soit vous arrosez vos plantes, soit vous faites la vaisselle avec. Voilà, donc elle est plus propre à la consommation, mais elle est toujours, on peut toujours l'utiliser pour faire des tas de choses. Exactement. On peut faire la vaisselle ? Oui, bien sûr. On peut faire la vaisselle, on peut faire tout ce qu'on a à faire, mais on ne fait plus on ne la boit plus, on ne se lave pas les dents avec. Voilà, et on ne fait pas le repas non plus. Exactement. On ne lave pas les légumes ou ce genre de choses, on l'enlève de la cuisine en quelque sorte. Exactement. Autre question, vous avez pendant la conférence de presse expliqué que vous aviez mis en place une vaccination préventive contre la fièvre typhoïde dans des zones à risque caractérisées, c'est-à-dire Dzoumogné et Koungou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toujours dans cette logique de se préparer, on a travaillé ça avec le ministère de la Santé, on a saisi le Haut Conseil de la Santé publique qui, en termes de préconisation, nous a demandé à réaliser une vaccination préventive contre la fièvre typhoïde dans les zones où on connaît traditionnellement des taux d'incidence élevés, donc vous les avez identifiés, c'est vers Dzoumogné et vers Koungou. Et donc durant tout le mois d'août, donc là, on vient de terminer cette vaccination, on a vacciné la population contre la fièvre typhoïde en prévention. Ça veut dire que, parce qu'à Koungou, tous les ans, il y a des cas, enfin tous les ans ou presque, il y a des cas. Vous avez raison, l'an passé, on avait eu un foyer à Koungou qu'on a réussi à éteindre. Et donc là, voilà, c'est une vaccination préventive pour limiter au maximum l'émergence de ces foyers. Et en revanche, en parallèle, on se prépare. On se prépare très sereinement, il ne faut pas affoler la population, on se prépare sereinement. Dès lors qu'on va identifier un cas de fièvre typhoïde, on va engager très rapidement une vaccination réactive pour pouvoir souffler. Donc ça revient même au sujet initial qu'on a besoin d'avoir une veille renforcée et que les professionnels de santé, les associations nous fassent remonter tous ces signaux au sein de la cellule de crise de l'ARS. Alors ces épidémies dont on parle, elles sont très, comment on va dire, peu appréhendables par la population. On a entendu parler de fièvre typhoïde, on a entendu parler de choléra également. C'est quoi ces épidémies ? C'est quoi les risques ? Comment on peut l'attraper et comment on peut s'en prémunir ? La meilleure des préventions, et c'est la 3e recommandation que l'ARS est en train de diffuser auprès de la population mahoraise, c'est le lavage des mains. Mais comment on fait pour se laver les mains sans eau ? Moi je veux bien, mais Donc on sait très bien, donc déjà en termes d'analyse des risques, on sait très bien qu'on se lave régulièrement les mains, on diminue par 2 le risque de maladies hydriques, donc toutes les maladies que vous avez citées.
Après, je pense qu'il faut un peu rationaliser le sujet. C'est-à-dire que, certes, effectivement, on a une période de pénurie d'eau, mais pour se laver les mains, on n'a pas besoin de 10 litres d'eau. Un tiers d'une bouteille suffit largement pour se laver. Donc, soit on utilise de l'eau, pas de l'eau potable, mais de l'eau du robinet, soit on utilise ce qu'on appelle des gels hydroalcooliques qui tuent l'ensemble des bactéries et des virus. Et on a tous encore des stocks à la maison, puisque la période de Covid n'était quand même pas si... Voilà, ça nous rappelle, on revient au même geste barrière que l'on a connu pendant le Covid, alors, sauf que là, évidemment, c'est pas une... Il n'y a pas de problème de maladie respiratoire. Et donc, du coup, comment on fait pour savoir qu'il peut y avoir du choléra, qu'il peut y avoir de la typhoïde? C'est quoi les signaux, les symptômes qu'on peut avoir qui nous alertent et qui nous disent on va voir un médecin pour nous ou pour des gens de notre entourage? C'est tout. Dès lors qu'on est face à des diarrhées, notamment des diarrhées avec de la fièvre, on consulte son médecin. Et donc, justement, on a réuni la semaine dernière les professionnels de santé pour justement un rappel sur toutes ces maladies et leur symptomatologie et leur demander qu'ils nous signalent sans délai vraiment ces cas suspects, puisque après on va mobiliser le laboratoire du CHM pour avoir une analyse microbiologique et confirmer le cas et pouvoir intervenir. Et à ce jour, est-ce que vous avez ressenti des alertes dans la santé, c'est-à-dire remontées par ce réseau des médecins sentinelles ou des acteurs de la santé communautaire? Déjà, je pense que durant cette crise et durant les 4 mois qu'on va avoir jusqu'à fin décembre, je pense qu'il faut être hyper transparent sur la question sanitaire. À l'heure actuelle, et ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est toute la difficulté du sujet, c'est que on attaque la période traditionnelle d'épidémie de gastro-entérite sur le territoire. Mayotte connaît tous les ans une épidémie de gastro-entérite entre le mois d'octobre et le mois d'août et le mois d'octobre. Donc à l'heure actuelle, on a quelques signaux faibles. On a une petite hausse, donc vous savez, Santé publique France a démontré une petite hausse de vente de médicaments antidiarrhétiques, mais de l'ordre de 3-4%. On a une hausse aussi au CHM. Là, je vous ai dit que la semaine dernière, j'avais réuni les professionnels de santé libéraux qui m'ont pas identifié un signal particulier. Donc pour l'instant, on est l'imputabilité entre l'épidémie de gastro-entérite où la pénurie d'eau n'est pas encore arrivée. En revanche, en termes de recommandations, que ça soit lié à l'eau ou à l'épidémie, on revient toujours au même sujet, l'hygiène, et donc se laver régulièrement les mains pour éviter toutes ces contaminations. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui voudraient retrouver ces conseils, qui voudraient aussi se tenir informés, c'est la page Facebook de l'ARS, c'est le site internet. Comment on fait pour retrouver tout ça? Alors effectivement, à la fois sur le site internet et la page Facebook de l'ARS, vous avez toutes ces recommandations. Et puis là, donc vous savez qu'il y a des spots radio qui sont en train d'être diffusés là, sur les ondes mahoraises. Et on va distribuer tout un tas de flyers, d'affiches aux professionnels de santé, aux associations, aux communes. On va essayer de communiquer très largement sur ces 3 recommandations que je resynthétise pour nos auditeurs et auditrices. 1, faire bouillir l'eau après la remise en eau. 2, le stockage de l'eau dans un récipient dédié dans un délai de 48 heures. Et 3, se laver les mains d'une manière très régulière pour éviter toute contamination. C'est vraiment ces 3 messages de prévention qui nous permettront collectivement de passer cette phase qui va être compliquée. Merci beaucoup Olivier Brey. Merci Anne-Constance. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.